Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Benoît Saint-Denis a ouvert favori contre Dustin Poirier. C'est énorme le respect qui est donné à celui qui venait seulement de commencer sa carrière professionnelle de MMA lorsque son adversaire devenait champion intérim des lightweight à l'UFC. Pour discuter de ce sujet, je suis avec Brian. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Toi, tu vas comment? Froidement, comme tu peux le voir. C'est pas un chouette style. J'ai un plaid et tout, donc froidement, mais je vais bien. Alors, cette vidéo, comme d'habitude, vous est présentée par notre partenaire de longue date maintenant, Unibet.fr. Je lance le pré-roll. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors, pour parler avec précision, Benoît Saint-Denis est actuellement coté à 1,65 sur Unibet.fr. Dustin est à 2,05. On est donc sur un 55-45 qui se dirige vers un 60-40 pour le français. Quand on regarde les avis internationaux, c'est mitigé. Certains trouvent ça normal, d'autres trouvent qu'on manque de respect et qu'on a la mémoire courte pour la légende qu'est Dustin Poirier. Alors je te lance directement sur le sujet. Trouves-tu que c'est normal? Je pense que pour moi, la question de dire on manque de respect, etc., c'est pas du tout objectif, tu vois. Et la cote de Paris, je la trouve relativement objective, tu vois. Donc Hmm. dire il faut pas oublier qui c'est une légende et blabli et blabla, je pense qu'on a suffisamment d'arguments pour comprendre pourquoi la cote de Paris va dans le sens de Benoît Saint-Denis. Et je pense qu'on en discutera et on sera d'accord là-dessus. Ouais. Et un autre truc, je pense que ça n'a rien à voir avec le classement non plus. C'est pas Non. parce que tu es 12e. Moi, je l'avais dit, je trouvais que il aurait dû être dans le top 10 directement. Mais c'est pas parce que tu es 12e que un combat contre un top 3 ne peut pas être un peu plus avantageux que contre un top 7 parce que le style fait les combats aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, le style fait les combats, et puis le classement, quand tu parles de personnes qui font une ascension vers le top, il y a des mecs qui ont déjà le niveau du top 5 avant même de rentrer dans le top 15. Quand tu regardes Mhm, l'ascension de Islam Makhachev, pareil, il a été propulsé vers le top, et il mhm, avait le niveau pour assurer ses performances derrière. Cody Garbrandt à l'époque, Alex Pereira a fait un peu une ascension pareille. Euh, Sean O'Malley contre Peter Yan, il était 14e, Peter Yan était premier contender. mhm. Et il s'est avéré que c'était un combat très très serré. Donc Ouais, le classement ne doit jamais être considéré dans les non. codes de Paris, ça c'est une Et t'as certitude. des gars qui ont déjà le top 5 qui sont pas encore, qui entrent à l'UFC, ils ont déjà un niveau de top 5 ou ils ont déjà un niveau de champion, tu vois. Donc, Clairement. non, là-dessus, on doit toujours prendre ça avec des pincettes. C'est ça. Alors, j'ai parlé moi de mon côté. J'ai totalement transparent. De prime abord, j'étais plus sur un 60-40 pour Dustin Poirier à l'annonce du combat. Vraiment à Ah l'annonce du oui. combat de mémoire floue comme ça, en considérant les 5 rounds. Je pense que les 5 rounds, ça reste quand même un petit avantage pour l'Américain. Mhm. J'avoue que j'ai directement réfléchi, je me dis, si ça avait été un 3 rounds, j'aurais donné un 50-50. Pour moi, ça change 10% quand même, le fait que ça passe de 3 à 5. Maintenant, après une analyse un peu plus approfondie, je m'aligne euh, à ces cotes. Je pense qu'en 3 rounds, j'aurais donné un quasi 60-40 pour BSD. Et là, sur le 5 rounds, je m'aligne sur le 55-45. Mais il m'a fallu une petite analyse. J'avoue qu'au moment où le combat a été annoncé, Mhm. dans ma tête, je m'étais dit que ça allait être un peu compliqué pour BSD, mais après avoir revu quelques combats de Signe Poirier et après avoir revu la série des 3-4 derniers combats de BSD, je me dis non, ok, c'est logique qu'il soit favori. Je trouve ça logique. Ouais, ouais, ouais. Moi, à l'annonce du combat, euh, déjà avant, quand on avait fait le petit exercice de savoir où il pouvait se placer dans le top 10, je le voyais passer facilement jusqu'au top 9 et commençait à rentrer pour moi dans des matchs vraiment très compétitifs. Mm. Euh, il y avait malgré ça, je sais pas combien il est, s'il est 9, Jalen Turner qui, son style est un petit peu plus compliqué à gérer. Ouais. Mais clairement, je voyais dans le top 5 pour moi, Benoît Saint-Denis, c'était entre guillemets le plus accessible de par son style, tu vois, et de par ses dernières défaites et la manière dont il combat. Donc pour moi, non, un 50-50, à première vue, ouais.
là, en analysant 55-45, voir, on pourrait passer. J'ai des arguments qui pourraient me faire passer à 60-40, tu vois. Ah bah justement, je pense que c'est une bonne idée de rentrer là-dedans. Alors, on va peut-être d'abord faire une parenthèse parce que je trouve que la sélection des combats pour BSD est vraiment intelligente. Et je dis pas ça après coup parce que moi, mon analyse quand le combat avait été annoncé pour Matt Frevola, j'avais dit que de tous les choix entre le numéro 9 et le numéro 15 de la division, Matt Frevola était le style le plus accessible pour une victoire pour BSD. Et ici, ce que tu viens de dire, c'est que dans le top 5, Dustin Poirier est le style le plus accessible pour une victoire pour Benoît Saint-Denis. Donc il y a une très bonne sélection Mm. des combats du côté de son management. Donc on va déjà souligner ça et remettre le crédit là où il est dû. Alors maintenant, je pense que c'est intéressant de parler Ouais, mais de... juste, ouais, vas-y. juste en parlant du crédit, hein, bah, bien évidemment, on pense à Bulgarian Top Team et à Guillaume Pelletier et puis à ses partenaires. Je sais pas si tu as vu sa dernière interview, mais elle est très intéressante. Chez Iliès, Oui, je crois. j'ai pas encore eu l'occasion Vra- de Vraiment regarder. intéressante sur la manière dont il manage et où il explique qu'il commence à avoir aussi beaucoup plus de poids dans les négociations euh, pour pouvoir proposer des combats et on se retrouve un petit peu sur une même stratégie que Ali Ali, Abdelaziz, tu ouais. vois, dire ah ça serait peut-être pas mal d'aller un peu en amont et c'est très très intéressant et effectivement le management je le trouve très très bien fait. Mm. Ok, bah alors top et petite pub alors pour notre copain Ilyes MKT qui a vraisemblablement conduit une très belle interview avec Guillaume Pelletier. Donc, Mm, mm. si c'est recommandé par Brian, allez la voir. Alors, reprenons le chemin de ce combat BSD contre Poirier. Euh, Tu dis que tu as des éléments qui pourraient te pousser vers un 60-40. Est-ce que ça te va si on commence par les craintes qu'on a pour BSD? Pourquoi est-ce que on est d'accord sur le fait que Dustin Poirier, ben, il est sur un 45% ou un Ouais. 40%? Ça reste quand même considérable. Quelles sont les craintes qu'on peut avoir pour le Français dans ce combat lors de l'UFC 299? Alors, mes deux craintes, moi, ça va être la puissance de frappe de Dustin Poirier. Mhm. Je pense que elle est peu évaluable, assis bien confortable dans un canapé, tu vois. Et je pense qu'il tape fort. Je pense vraiment que Ouais. c'est un rock. Mhm. Voilà. Et puis, bah, bien évidemment, à sa durabilité. Mhm. Donc, c'est un combattant qui peut passer à la machine à laver pendant un ou deux rounds, on peut vraiment le mettre très très mal. Et si tu l'éteins pas dans les trois premiers rounds, il revient et il est très très durable, très très bon dans la fatigue. Debout. Ouais, j'aime bien parce que bon, moi j'avais noté trois points qui me font peur. Le premier, c'est que BSD se fasse salement contrer. Voilà, c'est l'argument que tout le monde dit et c'est l'argument que les gens aiment bien utiliser pour essayer de minimiser ce que fait BSD. C'est ouais, il se fait salement toucher, etc., etc. Ah oui, et nous on répond tout le temps, bah, son style fait qu'il va se faire toucher. En tant que combattant MMA, quand tu rentres dans une cage, tu sais que tu vas encaisser des coups, tu sais que tu vas en prendre, et le style de BSD fait que bah, il y a des guerres, donc il y a des échanges, donc il va se faire connecter. C'est vrai qu'il s'est fait salement connecter ou durement connecter, on va dire, par des cas comme Thiago Moises. Il s'était aussi bien fait connecter contre Niklas Stolz, mais bon, il a tellement progressé depuis. Mais ça Mm. reste une crainte. Ça reste une crainte. C'est aller à la guerre contre Dustin Poirier. On a vu un Dustin Poirier dans plein de combats, que ce soit contre Michael Chandler ultra récemment ou contre Dan Hooker plus loin. Il est capable d'encaisser 10 frappes d'affilée, de bien bloquer, et puis sortir un gros contre. Et c'est le genre de contre qui pourrait mettre mal BSD. Alors pour compenser cette crainte, bah, on a vu un BSD qui a un sacré menton et un sacré mental, donc je pense qu'il serait capable quand même de se faire contrer durement, mais rester dans le combat. Donc Mm. c'est là je la nuance et c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle je garde BSD favori. Le deuxième point que j'avais noté, c'était ne pas être capable de finaliser Dustin, mais fatigué en essayant de le finaliser. Et comme tu l'as très bien dit, Dustin Poirier, c'est quelqu'un qui est très très fort dans la fatigue, très très fort dans la fatigue. Et donc une de mes craintes serait que BSD euh, bah, ait une intensité de combat très très élevée sur les deux premiers rounds, que lui fatigue et qu'il soit moins compétent dans la fatigue que Dustin Poirier qui prendrait 3, 4, 5 et qu'on aurait une défaite à la décision. Et la dernière crainte que j'ai, c'est d'avoir un Dustin Poirier très affûté qui vient battre le fer par le fer. Donc qui vient pour faire une guerre, qui initie lui-même la guerre et qu'on ait un BSD qui soit plus sur le pied arrière que sur le pied avant.
Et je pense que Dustin Poirier a typiquement un style qui, dans la guerre, est capable de faire un flip coin et que ça se transforme très rapidement en 50-50 dans des échanges au milieu de la cage. Ça, ce sont mes craintes. Ouais, Tu ouais, as je l'air te d'être rejoins. aligné. Ok, Oui, parfait. je suis aligné. Le dernier point, je pense qu'il sera vraiment à nuancer, Ouais. d'avoir un Dustin Poirier très très affûté. Euh, je suis un peu moins, j'ai moins cette crainte-là, tu vois. Hmm. J'ai Ouais, moi, beaucoup moins cette crainte-là. moi, quand j'établis mes Mais pronostats, oui, oui. j'aime bien partir du principe qu'on aura deux combattants à 100%, sauf quand on parle Mm, mm, d'Anthony. mm. Et encore même, quand on analysait Tony Ferguson, on essaie de se donner Ouais, l'espoir du fait qu'il revienne et qu'il ait une bonne tout à préparation, fait. une bonne stratégie, Mm, etc., mm, mm. etc. C'est comme ça qu'on doit l'établir. On doit partir du Ouais, t'as principe que raison. chaque fois que quelqu'un rentre dans une cage, c'est à 100%. Et donc, là, ce qu'on fait, c'est une analyse d'un Dustin Poirier à 100% contre un BSD à 100%. Et si Mm. on s'aligne sur le fait que 55-45 à l'avantage du français, c'est justifié, ça montre le respect qu'on a pour BSD parce qu'un Dustin à 100%, c'est quand même quelqu'un, enfin, quand tu regardes ses plus belles performances dans la cage, Mm. c'est quelque chose de solide. Ouais, je te Ok, rejoins. Et maintenant je c'est pour ça, propose. Ouais, vas-y. c'est là où est mon point où je pourrais presque voir un 60-40. Donc Ok. 55-45, 100%, je pense, et c'est de la spéculation qu'il arrivera moins bien préparé qu'on l'a eu, et c'est pour ça que je verrais bien un 60-40. Ouais, Tu vois. c'est ça que on. Ouais, il y Et a un ça, certain kilométrage chez Dustin Poirier, ça on peut pas le nier. Et bon, pour c'est moi, il y a le vraiment. kilométrage et il y a le fait que il a eu ses gros combats. Je pense que c'est Hmm. difficile de dire, ouais, je passe de combattre contre Conor McGregor avec les primes qui vont avec, et puis j'imagine qu'il ne sera pas payé la même chose pour combattre contre Non, et BSZ. puis il l'a dit, hein, il l'a dit que maintenant il voulait du money fight, que il a plus les œufs sur la ceinture, tu vois. Mhm. Et ça, pour moi, c'est super, c'est vraiment important entre deux combattants, un gars qui vient et qui a son objectif et qui est toujours en train de se lever le matin à faire les choses, et l'autre qui a déjà sa routine et qui se dit maintenant je peux vivre de ma legacy, prendre des combats qui prennent de l'argent. J'aimerais bien voir comment se sont passées les négociations aussi, tu vois. Ouais, Je ouais, ça. pense qu'il y a eu des couteaux sous la gorge là. Je pense aussi. Je pense, d'ailleurs, on en a parlé dans le podcast avec Aldric hier, Oui, que l'UFC a fait un classique UFC de d'abord annoncer le combat pour mettre la pression aux athlètes. Et ça, ouais, c'est un débat intéressant que j'ai eu avec Alex Herbinet hier au téléphone. Euh, ouais, Parce que quand j'ai dit ça à Alex, il disait, mais en fait, c'est bizarre parce que du coup, ça donne un levier de négociation aux combattants. C'est vrai. De prime abord, tu te dis, l'UFC annonce le combat sans que les contrats soient signés. Le combattant veut dire, maintenant, tu l'as annoncé, tu l'as dans l'os, moi, je demande 20% en plus ou 30% en plus. Sauf que, et c'est là qu'on rejoint le sujet du recours collectif, l'UFC, ils ont des contrats béton où tu es en exclusivité chez eux. Ah ouais, tu refuses le combat? Ok, on te le donne pas. Ok, on a fait une annonce dans le vent, pas grave pour nous. Et puis on ne mm, te propose plus rien. On ne te ouais, propose ouais, plus de combat. Ils sont pas mm, obligés. Et donc toi, tu es là, tu as 35 ans, 36 ans. Tu viens de refuser un combat parce que tu voulais négocier. Et puis l'UFC t'en propose plus et tu peux pas aller combattre ailleurs. Donc tu sais plus gagner ton argent. C'est là où c'est très vicieux l'UFC. mm, Donc mm, ouais, mm. je pense que de prime abord, on se dit, si l'UFC annonce un combat avant de le négocier avec les personnes concernées, ça donne un levier de négociation aux personnes concernées. Et en fait, c'est pas Mm, du tout le cas. C'est là où l'UFC, avec son monopole et son monopson, il décide mm, de mm, mm. tout, peu importe avec qui. Bon, bref, revenons à Ouais, nos, à nos moutons. mais Vas-y, vas-y. juste sur ton sujet, moi j'ai peur d'une blessure de Dustin Poirier, tu vois. Parce que quand tu obtiens un combat un peu de force, ce genre de choses, on a quand même souvent des gros combats qui sont annoncés et rien qui se passe parce que je me suis tordu la cheville, Mhm. etc. Bah, Tu vois. les On gens verra, avaient mais dit ça sur Ikram Aliskerov contre Nassourdine Imavov, que ni l'un ni l'autre avait fait de la publicité ou avait annoncé qu'ils combattaient eux-mêmes. Donc l'UFC avait annoncé le combat pour l'UFC Mhm. 294 et ni Nassourdine ni Aliskerov n'avaient fait un seul post sur ce combat. Et force était de constater que Nassourdine Imavov, à 2 semaines du combat ou à 3 semaines du combat, a annulé. Et donc, Mm. ouais, effectivement, je pense que ça arrive. Je pense qu'il y a des Et, blessures qui sont pas réellement des blessures, c'est juste que le contrat n'a pas été mm, finalisé. et Alors, sur je ce, spécule pas sur Nassourdine, hein, ouais, mais non, non. c'est un cas qui avait été Mais spéculé justement en ligne. sur ce sujet, d'ailleurs, ce que tu dis, j'ai souvenir que quand on lui a proposé, je me demande s'il n'avait pas dit que quand on lui a proposé Alice Kirov, il a dit, t'es sûr il a accepté de me combattre parce que normalement, entre nous, on se combat pas, tu vois, parce qu'ils viennent de Hmm. la même région. Et il dit, ouais, ouais.
Il dit, ah ouais, il veut me combattre. Et il a dit, bah, si ça vient de lui, bah, dans ce cas-là, je peux pas refuser, tu vois. Tu Hmm. vois? Et je Ouais. suis pas sûr que ça se trouve, ils ont fait les deux la même chose, tu vois? Ouais, c'est ça, ils ont dit. Ouais, ouais, l'autre a accepté. C'est un peu le coup des flics, Tu vois? tu vois, où tu sépares pour faire Les parler. gars veulent Ouais, pas se voilà, battre et l'autre il a dit ouais il veut se battre contre toi alors qu'il a rien dit, tu vois? Tu étais sûr parce que normalement on a une sorte de contrat de confiance. Il a dit non non il veut vraiment te battre. Ah bah ok. Et puis va voir l'autre la même chose. Et après, à mon avis, ils se sont DM et ils se sont rendus compte qu'en fait, personne Tu n'avait vois, c'était pas. accepté. Donc, ils ont fait, c'est quoi, t'inquiète, c'est moi, cette fois-ci, c'est moi qui dis que je suis blessé et Ouais, le combat est annulé. possible, je pense. Bon, trêve de spéculation. Ouais, Donc, prenez pas nos mots comme étant véridique. des On revient au vérités. Ouais, sérieux c'est là. ça. C'est ça. Alors, donc ici, on a émis nos Mais craintes par rapport à BSD, par rapport au profil de Poirier. Maintenant, on va parler sur pourquoi est-ce qu'on s'aligne sur le fait que BSD est favori. pourquoi? Alors les Ouais, points les quelles plus sont les raisons, voilà, quels éléments principaux te bon mettent en confiance par rapport à ces codes de Paris? le plus objectivement possible, de manière vraiment sur des faits, hein, sans spéculer sur la forme, sur le truc, en partant du principe qu'il soit à 100%. Je pense que le grappling de Benoît Saint-Denis sera bien supérieur à la défense de grappling de Dustin Poirier. Ouais. Tu vois. Et je pense que ses défaites les plus notables, entre guillemets, euh, quand tu revois le combat contre Nurmagomedov, sont vraiment liés à ça. Ouais. Je pense que ça, c'est le gros point. Je pense il est aussi perméable, Dustin Poirier. Donc, il a un bon système défensif, Mhm. mais qui reste quand même assez lisible en soi. Tu vois? Ouais. Donc, son reverse cross guard, là, tu vois, ici, c'est compliqué si tu ne sais pas quoi faire face à ça, tu vois. Ouais, mais le Ça truc, peut c'est être qu'on surprenant. on est à Bah, une ère où tu sais analyser ton adversaire avant de le ouais, rencontrer. Voilà. Max Holloway, il l'avait pas fait à ce moment-là, mais bon. J'allais le dire en plus, j'allais le dire. Ouais. Mais ça reste des gardes où il y a des choses qui sont accessibles. Et donc, comme on sait que Benoît Saint-Denis arrive avec aussi des techniques qui sont adaptées à ses adversaires, on pourrait, enfin, et que Dustin Poirier est perméable, pour moi, c'est le deuxième argument. Premier, Mm. clairement, ça va être la question de la lutte et du grappling. Je pense que Benoît Saint-Denis est capable de reproduire une intensité et un grappling similaire à ce que Nurmagomedov propose. Je pense que Poirier n'aura pas fait de progression sur ce compartiment-là. Et je pense en plus qu'en striking, Boassani sera supérieur, entre guillemets, à Nurmagomedov. Donc il pourra vraiment inquiéter encore plus et avoir plus d'opportunités de lutte. Ouais, Tu c'est vois. ça, les shoots seront plus intéressants. Il pourra faire des Mhm, meilleures entrées en lutte que mhm, Khabib. Alors, bon, ici, il y a des gens qui sont forts dans l'émotion à tout ce qui touche à Khabib. Je pense que, évidemment, la lutte pure de Khabib est au-dessus de celle de BSD. Par contre, le fait que BSD soit capable d'inquiéter Dustin Poirier debout, chose que Khabib n'était pas capable de faire, ça va lui permettre d'avoir des entrées plus qualitatives et ce qui signifie qu'il aura des finishes. Enfin, il mhm, va pouvoir finaliser ses amenés au sol mhm, plus mhm, facilement parce que l'entrée sera meilleure et il mhm, rentrera dans une meilleure position pour compléter son amené au sol. mhm. D'ailleurs, moi, c'est une Et, comparaison que j'avais pris dans mes notes. Euh, et en plus de ça, c'est un truc, dès que tu commences à le mettre en place, donc ta stratégie de lutte, ta stratégie de striking, eh bien, l'écart, il va se creuser au fur et à mesure. Si mhm, tu commences à défendre un bon striking, tu t'ouvres à une lutte, tu vois. Si tu commences à défendre ta lutte, tu t'ouvres en striking. Et donc, ouais, ça va être que progressif. On pourrait presque avoir un BSD qui obtient des takedowns plus facilement que Nurmagomedov. Non pas qu'il soit meilleur que Nurmagomedov, mais comme il a ce striking qui va inquiéter plus, on aura un Poirier qui défendra moins bien, tu vois. ouais. Et moi, un gros élément, vraiment, c'est quasi le plus gros élément que j'avais noté Mhm. pour ce combat, c'est je trouve que Dustin Poirier fatigue énormément dans le département du grappling. Dès que tu as des Mhm. séquences en grappling, c'est plus le même debout. Alors que si tu as une guerre debout, comme il l'a fait contre Dan Hooker, il est capable de tenir cette guerre debout pendant 5 rounds, pareil contre Max Holloway. Mais dès le moment où il y a du grappling où Il y a- il- lui est contrôlé, parce que si Ah, lui est ouais. au-dessus, comme contre McGregor par exemple, il arrive à gérer ça, mais quand lui est submergé en grappling ou en lutte, bah, tu le sens. Après, il fatigue très vite et il est même du genre à ne pas avoir le même mental
au sol que debout. Il va Ouais, donner son dos, il va aller taper, alors que debout, tu dois vraiment te lever très tôt pour aller le finaliser. mm. Contre Dan Hooker, il y a eu quand même pas mal de sol, hein. Il y a eu quand même pas mal de takedowns de Dan Hooker, Ouais, Poirier mais aussi. ce que Mais je veux par dire, c'est contre, que c'est c'est pas un pas, sol de pression. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est Et pas le c'est même sol que peut voilà. t'offrir un Khabib ou même un Charles Oliveira. Ouais, ouais. D'ailleurs, Mm, mm, ouais, ça sert à rien d'aller regarder, mais donc ouais, il y a ce point-là. Je voulais aussi faire le lien avec le combat de Michael Chandler contre Dustin Poirier, hein, parce que Michael Chandler était sur le point de prendre le premier round, puis il se fait salement connecter sur la fin du premier round et il le perd, mais il prend le deuxième round. Et donc au final, euh, tu vois un Michael Chandler qui était pas très loin en fait au final de pouvoir gagner à la décision contre Dustin Poirier. Et quand tu regardes les takedowns de Michael Chandler, c'est typiquement le genre de takedown que BSD a fait contre Thiago Moises. C'est vraiment venir mettre la pression en pied-point, faire en sorte que tu défendes haut, poup, tu plonges dans les jambes et tu tires mm, et mm, ça met au sol. Et je pense que ce que Chandler a été capable de faire sur les 2 premiers rounds contre Dustin Poirier, bah, clairement, BSD sera capable de le faire également. Et donc, ça me met vachement en confiance. J'ai vraiment, vraiment l'impression que c'est pas un chemin vers la victoire dans la lutte et le grappling pour BSD, c'est un boulevard qu'il a vers la victoire mm, avec cette mm, mm. stratégie. Euh, et puis, il y a le mental. Moi, c'est vraiment ça. Le mental de BSD me rassure énormément parce que je pense que pour pas battre Dustin Poirier, t'as pas le choix que d'avoir un gros mental. Khabib Nurmagomedov, gros mental. Charles Oliveira, bah, il est connu pour se faire mettre knockdown et puis revenir et gagner ses combats, donc gros mental aussi. Et Justin Gaethje aussi. Donc tous ceux qui ont battu Dustin Poirier ou tous ceux qui ont réussi à le mettre en difficulté sur la durée, Dan Hooker aussi, grosse mentalité de combattant. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est C'est un vrai. point commun qu'ils ont. Mm, mm, mm. Donc voilà, et puis le dernier point, c'est bah, tu le sens, BSD, il progresse à chaque fois, donc j'ose pas imaginer le niveau qu'il aura d'ici le mois de mars et son approche stratégique réfléchie. Je crois que son camp sera capable de venir avec la bonne approche. Mhm. Euh, je crois que l'approche euh, c'est pas la même chose que contre un Moises ou un Frévola où il y a peut-être beaucoup de chemin vers la victoire. Ici, il faut une pression mesurée, une responsabilité défensive et créer du chaos sur un moment opportun avec l'objectif de pouvoir le claquer au sol et rechercher le dos. Je pense que c'est ça. On fera une analyse plus détaillée à l'approche du combat, mais de prime abord, je pense que l'angle stratégique, c'est vraiment ça. Je sais pas Mm. ce que tu en penses, si c'est un bon résumé d'un game plan que tu aurais en tête pour ce combat. Ah bah, on fera le plus précis, hein, même si je l'ai déjà fait un peu déjà pas mal de mon côté. Mais oui, oui, on en a rapidement parlé, donc je te rejoins entièrement. Je pense qu'on a la direction du combat général où on pourrait avoir un boulevard en grappling. Je pense pas pour autant, comme je disais, que on a un pourcentage de chance que dans la victoire qu'ils l'obtiennent par le grappling. Mais le grappling peut ouvrir aussi pour le striking. Donc on pourrait très bien avoir, tu t'en as parlé, avec Michael Chandler, euh, un BSD qui touche, mais qui plonge pas dans les jambes, comme Chandler, qui finit debout, tu vois. Ou alors il va plonger dans les jambes une fois, deux fois, trois fois, fatigué Poirier, et obtenir un finish debout. Donc il y a tout qui est possible, tu vois. Il y a les Mhm. kicks aussi, on s'y attendait pas hein, sur Gaethje qu'il obtienne un KO Ouais. avec son high kick. Et il y a plein de chemins pour la victoire. Il y a les leg kicks, donc les low kicks que Ouais, Poirier, je trouve très sensible au low ouais, il kick, faut aller au voir son middle. combat contre Jim Miller. Bon, ça remonte, mais contre Jim Miller, il était tellement mal sur les calf kicks, il me semble d'ailleurs, hein. Il en a pris Ouais, plein. il en a Plein, plein, pris contre plein. McGregor, il en a pris des salles aussi, hein. Ouais. Les middle, donc en garde ouverte, il prend quand même des middle qu'il encaisse, tu vois. Et c'est ce qui permet d'ouvrir pour le high kick. Alors, est-ce que Mais là, c'est en Benoît, garde fermée le combat, ouais, par c'est contre. la Ouais. question, est-ce que Benoît Saint-Denis, je me demande si j'avais pas entendu dire qu'il était capable de travailler un petit peu des deux gardes, tu vois. Ça peut être Est-ce intéressant que, si c'est le cas, ouais. est-ce que de temps en temps, il va travailler en garde ouverte, donc changer parce qu'il a des bons kicks du droit, je sais pas. S'il reste en garde fermée, bah, il aura ses low kicks jambes arrière. Et ça, ils sont très très agressifs. Euh,
Non, il y a pas mal de chemins pour la victoire, je crois. Il y a pas mal de chemins. Je pense que je doute pas que Daniel Warin va bien étudier ça. On a vu en garde ouverte, bah, je pense que McGregor a donné quand même pas mal de combinaisons qui fonctionnent bien contre Poirier. Le jab crochet arrière, tu Ouais. vois, sur l'arrière de la tempe, donc sur un gars qui vient placer sa cross guard, eh bien ça reste des zones qui sont accessibles. Enfin, il y a plein d'ouvertures, même debout, tu vois. Mhm. Donc Ouais, c'est ouais. vrai. Et puis effectivement, il a beaucoup de combats contre des gauchers, donc il y a Ouais. beaucoup d'analyses à faire. Je suis en train de me poser la question, je sais plus maintenant si Michael Johnson est gaucher ou pas. Ah ouais, ouais. Il est gaucher? Ouais, bah, ça fait une Mm, mm, défaite mm. contre un gaucher. Contre Jim Miller qui est gaucher, il a eu du mal. Cub Swanson qui est un switcher, il a perdu. Conor McGregor la première fois qui est gaucher, il a perdu. Donc les gardes fermées, c'est Ouais, ouais, et puis pour McGregor, son deuxième combat, euh, il n'était pas à l'aise debout face à lui, il a shooté dans les jambes, sa stratégie c'était le sol, tu vois, face à McGregor. ouais. Mhm. Le troisième est beaucoup plus propre, mais je pense que McGregor était clairement dans la descente, tu vois, il n'était pas bien préparé. Le deuxième combat, je le trouvais bien ouais, D'ailleurs, sur le plan du striking, tu vois. tant qu'on parle de ça, ça c'était une de mes craintes et puis je l'ai enlevé de ma liste. On a vu quand même un BSD se faire amener au sol dans plusieurs de ses combats et il met pas trop d'énergie dans sa défense de lutte, hein, Benoît. Donc il se fait amener au sol deux fois, enfin non, une fois par Matt Frevola. Je vois que statistiquement on lui donne deux, mais c'est parce qu'il a sauté une guillotine. Et une fois par Thiago Moises aussi, une fois par Gabriel Miranda. Mais en fait, une fois qu'il est sur son dos, il a un get-up game qui est énorme et un sweep game qui est énorme aussi, BSD. Donc j'ai enlevé en me disant, ben, si Dustin Poirier vient avec cet objectif, je vais le mettre au sol pour pas que lui me mette au sol, ce qui est une possibilité que Dustin Poirier fasse ça. J'ai une énorme confiance au fait que BSD est capable de se relever assez rapidement ou même de capitaliser dessus avec un sweep. Donc c'était une de mes craintes, mais je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé Ouais, de ma non. liste. Moi, je pense que si Dustin met au sol, il doit se mettre en full guard à l'intérieur. Ouais, Parce qu'effectivement, dès que Benoît Saint-Denis commence à rentrer des crochets, on l'a vu avec son double underhook et puis butterfly, ouais. sa papillon et tout, il est excellent. Ouais, Euh, excellentissime même. Ouais. je pense que par contre, Poirier pourrait se faire surprendre. S'il commence à mettre au sol, qu'il se prenne une guillotine, je pense pas que Benoît Saint-Denis est le même niveau que McGregor, tu vois, au sol. Je pense qu'il est un Ouais, peu meilleur. ouais. Et quand tu regardes la guillotine que McGregor prend, elle, elle- elle est dedans, tu vois, mais il fait n'importe quoi après, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce que tu es en train de faire, mon ami, tu vois. Ça, Ouais. je pense que c'est des genres de guillotine que Poirier se met dans une guillotine comme ça avec Benoît Saint-Denis, je pense qu'il la finalise, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, dans Clairement. l'autre sens, il faut peut-être faire gaffe à ça. Ouais, on dit tout le temps à Khabib, la fois où il a été le plus proche de se faire finaliser, c'est quand il était dans la guillotine de Dustin Poirier. Mhm. Dustin Poirier n'a pas une mauvaise guillotine en soi, il défend beaucoup avec ça à la cage. Ouais, c'est Ça vrai. reste un élément auquel il faut faire gaffe. Je dis pas que c'est un vrai risque, mais dans ta préparation, il faut quand même faire gaffe à ça, à Mm. pas shooter en laissant ta nuque ouverte parce que ça pourrait vite finir quand même. Surtout Je dans les deux pense, premiers rounds, je pense. ouais, je pense que ça doit faire partie. Après, je pense que ça serait intéressant de voir le nombre de guillotines que Dustin Poirier a tenté et le nombre qu'il a obtenu Ouais. et de mettre en parallèle avec le nombre de guillotines qu'il a tenté et s'est retrouvé sur son dos, tu vois. Ah ouais, non. Cette guillotine de Dustin Poirier, elle m'a gastro parce que je trouve qu'il y a tellement de combats où il va la chercher, il perd sa position et se retrouve en dessous, quoi. Ouais. Et Après, il je trouve suffit d'une ça. fois. C'est ça le truc. C'est pour ça que je considère Ah, pas que c'est une un fois gros suffit. risque, mais il faut quand même avoir Ouais, c'est pour ça cette que ce que je te lucidité, tu disais. vois. Il faut être conscient que le risque reste présent, quoi. Ouais, c'est ce que je te disais, tu dois le travailler à l'entraînement avec un partenaire qui va chercher la guillotine pour pouvoir défendre avant qu'il la stoppe complètement. Mais Mhm. combien de victoires par guillotine il a obtenu? Je m'en Oh, rappelle d'une, mais elle date quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est plus son Darcho qui est bon. Il a pas de guillotine à l'UFC en tout cas. T'es sûr? Quand il C'est le était bordel à quand il Bruxelles. est, ouais, ouais, Ça quand il était klaxonne dans tous les sens. c'est vrai, quand il était à 66, il a. Non, il y a pas. En tout cas, il y a rien qui est noté sur UFC Stats.
Je Alors, vois plusieurs le contre undershot. Jonathan Brookins, il setup pas C'est un d'ailleurs la darse. guillotine? C'est un darse. Mais le setup, c'est pas une guillotine à la base? Ah oui, c'est une guillotine qui transite vers une darse. Mais donc, il finalise pas avec la guillotine. C'est juste que tu Ouais, dois mais faire bon, gaffe à peu la importe. transition après, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, mais après, faudrait que je regarde. Mais voilà, ça date d'il y a longtemps, hein. Hmm. Ça date d'il y a très longtemps. Donc moi, je m'inquiéterais pas trop. Ils vont en être conscients, hein. On le voit à chaque fois, c'était des guillotines. Donc, Hmm. et cette guillotine sur Nurmagomedov, même si pour moi, enfin, elle allait pas passer, tu vois, elle restait quand même dangereuse, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mm, Elle était mm, dangereuse. Elle était vraiment bien dangereuse. Et évidemment. je pense que Mm. si elle était un round plus tôt, peut-être que De Sim la finalisait. Avec des si, hein. Ah oui, je sais, non, mais c'est juste pour dire que voilà, si tu te retrouves dans cette situation-là contre Dustin Poirier dans la première Ouais. reprise, avant qu'il ait fatigué dans des échanges de grappling, il pourrait surprendre n'importe qui avec celle-ci. Je C'est pense, je compliqué, hein. pense. Franchement, pour être honnête, hein, des guillotines avec un bras quasi sauté à la cage, à part si c'est ta spécialité, genre un grappleur Bah, brésilien qui fait que Ortega, Brian Ortega, il peut se le permettre. tu vois, Ouais. c'est vraiment des jutsuka, ils ont des angles, ils savent exactement comment les placer. Mais en dehors de ça, le nombre de fails, tu vois, de guillotines ratées depuis cette position, enfin, à tous ceux qui m'écoutent, hein, si vous avez une guillotine au niveau à la cage, mettez votre adversaire contre la cage, dos à la cage, pour qu'il puisse pas s'échapper, à la John Jones, quoi, tu vois. Ouais, Mais commencez pas à... Enfin voilà, à John prendre ce Jones, c'est risque. simple, tu le verras jamais sous une guillotine. Il prend, il retourne son adversaire, il étrangle, que tu sois assis, que tu sois debout. Euh, c'est la stratégie du GOAT, c'est pas la mienne, donc faut Ouais. la garder, quoi. Après, Pas après du tu as GOAT. quand même un contre-argument, tu vois. Tu as Ouais, l'autre GOAT qui a sauté une guillotine et qui l'a réussi, hein. qui ça? Chael Sonnen contre Shogun Rua, mon gars. Le GOAT des GOATs, il a réussi sa guillotine sautée contre Shogun Rua. Donc c'est un bon contre-argument quand même. C'est Chael Euh, Sonnen, hein. Si t'es pas inspiré par Chael Sonnen, je sais pas par qui tu peux être inspiré. J'ai dit, hormis les ultra bons grappleurs, tu vois, qui viennent du Brésil, des ceintures noires black belt, tu vois, hormis eux. Donc, Chael Ouais. Sonnen, J'adore. Chael Black Belt Sonnen, non. Non, c'est sûr. Mais je te jure, je pense que sur Instagram, il y avait, je sais plus s'il fait encore, il y avait un mec qui analysait tous les combats et qui mettait les pourcentages de réussite, tu vois. Hmm. Sur les combats, la technique qui passe le plus, étranglement arrière, la technique. Et super intéressant, mais je pense que ça doit être encore plus intéressant d'évaluer euh, Le facteur risque. le facteur risque. Donc, Hmm. le pourcentage de réussite quand tu vas sur une guillotine. Si tu prends sur un échantillon de 100 combats avec des guillotines, si sur les 100 combats, il y a eu 50 tentatives de guillotine et que tu as 2 réussites, tu vois, ok, ça te fait un pourcentage, on va dire 4%, tu vois. Si tu as 20 tentatives d'étranglement arrière et que tu as 10 réussites, on est sur du 50%, tu vois. Et on n'est plus Ouais. du tout. Et à ça, il faut rajouter des biais, l'entraînement. Ouais. Si tu t'entraînes ton étranglement arrière, un entraînement sur 10, et que tu as une chance sur deux de l'obtenir, eh ben, tu te dis, ouais, c'est vraiment efficace. Par contre, un Jujigatame, tu vois, une clé de bras, tu l'entraînes à tous les entraînements quasiment. Si tu fais ça 3 fois par semaine et que ça s'obtient une fois sur 5, tu te dis que bon, c'est pas si efficace que ça vu l'investissement que tu as dessus, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Il y aurait des calculs comme ça à faire, en tout cas pour les coachs, et je pense que tu vois des Danaher qui étudie énormément, qui regarde énormément de combats, lui c'est ce qu'il fait, tu vois. Mais en fait, C'est pour pour moi, ça qu'ils font. la guillotine sautée, elle est intéressante quand il reste genre 20 secondes dans un round que tu Oui, sais que tu prends. Genre, tu oui, sais que bien sûr. ou que tu sais que tu as perdu, dans les deux cas. Quand c'est pas serré et qu'il te Mm. reste 20 secondes que tu as la position, ouais, saute là, prends ce risque parce Mm, que mm, t'as mm. rien à perdre. Si tu perds déjà le round, bah, tu vas peut-être le gagner justement grâce à cette Mm, guillotine. mm, mm. Et si tu le gagnes, même si le gars il sort de ta guillotine et qu'il t'envoie un peu de ground and pound, Non, tente là. Mais
dans un autre cas de figure, s'il reste 3 minutes dans le round et que tu n'es pas certain à 300% que tu vas la finaliser, ne le fais pas comme Jack Della Maddalena contre Hafez, où il a essayé 6 fois, je pense. Et ça aurait pu, c'est bête, mais cet élément-là aurait pu lui coûter clairement la victoire, parce que ça finit sur une décision partagée alors qu'il était ultra favori. Bref, Exactement. je pense qu'on a fait le tour du point et plus. J'espère que le podcast vous a plu. On l'a fait un peu en mode plus chill et je pense que c'est ce que les gens apprécient aussi. Donc, si vous êtes encore connecté maintenant et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, les gars, comme d'habitude, prenez le temps de vous abonner. Le petit like, le petit commentaire. Dites-nous aussi, j'aurais dû demander ça plus tôt dans le podcast. Dites-nous où vous vous positionnez par rapport à ce combat, si vous êtes aligné sur le statut de favori, si vous avez des arguments pour plutôt dire que Dustin Poirier devrait être favori. Dites-nous tout en commentaire. Brian, merci beaucoup. Je t'en prie, ciao tout le monde.